Pour partager ton histoire, dénoncer ce que tu affrontes ou tout simplement envoyer de la force à l'intérieur, appel et SMS au 07 82 98 43 59. Bonjour, vous êtes bien sur Prune et vous écoutez l'émission anticarcérale Casse-Muraille. Casse-Muraille, vous nous connaissez, c'est une émission pour dénoncer la répression sous toutes ses formes et pour redonner de la force à celles et ceux qui la subissent. Plus particulièrement à celles qui sont maintenus enfermés sur décision d'un pouvoir autoritaire. Vous pouvez nous retrouver n'importe quel vendredi à 18h sur Prune 92 FM, mais on diffuse chaque émission 2 fois de suite, donc ce n'est pas la peine de nous écouter toutes les semaines. Vous pouvez aussi retrouver nos podcasts sur prune.net ou sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons une nouvelle fois parler des centres de rétention administrative. Bon, pour la petite histoire, nous avons choisi ce thème parce qu'on a été contacté par le collectif Subconscience qui organise un événement anti-CRA à l'Agronaute le samedi 15 novembre. Donc cette émission, c'est aussi notre contribution à cet événement. Je suis Gaël et je suis dans les studios de Prune avec les autres membres de Casse-Muraille, Tim et Clara. Salut, salut. Salut. Comme je le disais, on va parler des CRA, les centres de rétention administrative, et ce dont on a envie de parler aujourd'hui, à travers les CRA, c'est de la fascisation de l'ensemble de la société. En effet, nous voyons dans les CRA une manifestation de la fascisation. Je ne sais pas si vous connaissez la fascisation, je vais essayer d'expliquer au cas où. La fascisation, c'est l'idée que progressivement, on aménage des possibilités de mettre en place un régime de type fasciste. Ça ne veut pas dire qu'il y aura forcément un régime fasciste après, mais ça en laisse la possibilité. Et même si ça ne va pas jusque-là, ça entraîne toute la société vers des rapports plus violents, plus arbitraires, plus autoritaires. C'est ce qu'on pense qui est en train de se passer, et on voit dans les CRA une manifestation forte de cette fascisation. Pour commencer, on va parler du concept d'ennemi intérieur. Construire une figure d'ennemi est le point de départ indispensable de tout mouvement de type fasciste. Pour bâtir un mouvement, le fascisme cherche à convaincre de l'existence d'une menace terrible qui menacerait l'ensemble de la société pour ensuite s'ériger comme seule force capable d'endiguer cette menace. Sur cet aspect, les CRA servent parfaitement le projet fasciste. D'une part, parce que par leur existence, ils participent largement à construire une identité à part, pouvant être instrumentalisés comme ennemis intérieurs. Je parle des étrangers. D'autre part, parce qu'ils permettent tout de suite d'opprimer cette catégorie. En gros, le discours fasciste, ça va être « si on enferme les étrangers en CRA, c'est qu'ils sont dangereux. Et s'ils sont dangereux, il faudrait les enfermer encore plus. » Ou alors on peut le dire dans l'autre sens aussi, les étrangers et étrangères sont dangereuses, donc il faut les enfermer en CRA, et le fait qu'il y ait autant d'étrangers enfermés en CRA, ça prouve bien qu'ils sont dangereux. Donc ça, c'est quelque chose qui va être mis en place de plusieurs façons. Déjà, je pense beaucoup au niveau médiatique, parce que là, il y a eu quand même un gros développement des médias d'extrême droite. Je sais pas moi, CNews, Le Point, Canal+, Europe 1. Enfin, il y en a beaucoup, je ne vais pas les citer tous. Et c'est des médias qui vont instrumentaliser les faits divers pour créer une figure d'ennemi. Parmi tous les crimes qui sont perpétrés chaque année, faut savoir qu'en France, là, sur une année, il y a à peu près 1000 crimes assez graves qui sont commis. Mais eux, ils vont systématiquement surmédiatiser les quelques-uns qui sont faits par des étrangers. Les étrangers en France, c'est de l'ordre de 10%. Quand on compte les étrangers qui sont en situation régulière, c'est 10%. Donc c'est facile quand il y a 1000 crimes qui sont commis chaque année, c'est facile d'en trouver quelques-uns forcément qui sont faits par des étrangers. Dans ce truc-là, je sais pas quel crime là vous avez en tête. Moi, je me rappelle de quelques-uns dont on a beaucoup parlé. Là, il y avait les meurtres de Lola et de Philippine. Il y avait aussi Thomas. Là, c'était quelqu'un qui avait été tué dans un petit village à un bal populaire qu'il y avait eu dans le village. Et dans ce truc-là qu'ils font pour diaboliser, ils ont réussi à utiliser le terme d'OQTF comme un synonyme de personne dangereuse. Il faut bien voir qu'avant, quand on disait sans-papiers, il pouvait aussi y avoir une dimension raciste, mais aucune dimension d'ennemi de la nation. Au contraire, la connotation était plutôt de pitié condescendante pour des gens qu'on imaginait facilement victimes d'une grande pauvreté.
par rapport à sans-papiers, OQTF devrait ajouter un aspect personne persécutée par l'État, parce que c'est ça que c'est une OQTF, c'est une personne, certes en situation irrégulière, mais qui a été mise de manière irrégulière par l'État, et que c'est l'État qui décide de persécuter. Mais dans la bouche de l'extrême droite, en fait, ça devient un truc négatif, ça ne devient pas un statut qui montre qu'on a subi des décisions de l'État, mais ce serait comme si c'était une marque d'infamie déjà qui fait se dessiner l'ennemi intérieur. Mais aussi peut-être de faire apparaître cette figure de l'OQTF par l'extrême droite, c'est une façon de déplacer le curseur vers la fascisation en pointant la responsabilité des gens qui sont au pouvoir, en disant cette personne, elle avait une OQTF, du coup, elle ne devrait pas être en France. Et donc de déplacer le curseur comme un truc de ce qu'il faudrait, c'est que toutes les personnes qui ont une OQTF aient été expulsées. Et donc ça vient montrer le laxisme de l'État dans ça. Ouais, c'est sûr, ouais. Et puis, enfin, j'ai l'impression que ça vient comme se rajouter. Enfin, c'est deux trucs qui n'ont rien à voir là, mais c'est aussi qu'ils en parlent beaucoup dans les histoires de crimes. Et en fait, c'est pas pour dire que c'est les criminels, les ennemis de l'État. Enfin, les crimes, quand il y a quelqu'un qui tue sa femme et tout ça, enfin, c'est toujours vu par des trucs qui s'intègrent dans la société. Enfin, c'est quelque chose d'assez répandu. C'est pas quelque chose qui vient s'opposer à la société. Mais d'après l'extrême droite, ça le devient quand c'est des étrangers qui commettent des crimes. Et du coup, ça crée une distinction aussi entre les criminels. Enfin, je sais pas, je sais plus. Tu voulais parler de ça, Clara, ou sur le. T'étais plus très sûr finalement si c'était pertinent, c'est ça? Oui, non, on n'était pas d'accord. Ah, pardon. Bon. Désolé, on s'est un peu embrouillé dans la structure de l'émission. Et ben moi je voulais, pour aller un peu dans le sens de ce que tu disais Gaël là, dans cette histoire de créer des ennemis intérieurs, je voulais faire un petit détour par les États-Unis, parce que en termes de fascisation, ils sont pas mal lotis non plus. Et du coup, notamment, Trump a fait une allocution sur la question des ennemis intérieurs devant tous les hauts gradés de l'armée états-unienne. Donc c'était le 30 septembre dernier. Et du coup, en gros, il a dit que les villes qui étaient gérées par la gauche, donc c'est quand même des grandes villes aux États-Unis, San Francisco, Chicago, New York, Los Angeles, j'en passe, Seattle sûrement. Donc il y avait beaucoup d'insécurité là-bas, et du coup, il disait c'est une guerre de l'intérieur, à l'intérieur du territoire. Nous devrions du coup utiliser ces villes comme des terrains d'entraînement militaire. Et du coup, les États-Unis, pays impérialistes qui font beaucoup d'opérations aux quatre coins du monde, là d'un coup, ça implique le déploiement de l'armée à l'intérieur du territoire, quoi. Le but affiché donc de ces opérations, c'est de lutter contre l'immigration illégale et la criminalité. Mais là, vous suivez, je vous parle de Trump. Parce que vous aurez pu comprendre avec Darmanin qui a annoncé la création d'un centre de rétention à Nantes en faisant exactement la même chose. Immigration illégale égale criminalité. Voilà, et du coup, dans ce truc, dans ce discours de Trump, on voit que on peut sentir le glissement en fait d'une société militarisée, enfin une société vers un glissement vers une société militarisée et un régime autoritaire assumé. Par exemple, il a dit que il voulait créer des forces de réaction rapide, qui sont des troupes militaires pour gérer les troubles à l'ordre public. Enfin, pour revenir là sur l'insécurité dans les grandes villes. Et du coup, voilà, cet agissement des militaires sur le territoire, quoi. Voilà. Et puis, une fois qu'il a parlé de tout ça, donc il était avec son ministre, le secrétaire d'État à la Défense, qui veut renommer le ministre de la Guerre. Et lui, il a dit deux choses dans ce glissement aussi. Il a dit qu'il fallait faire un usage plus létal de la force. Et dans les trucs après, par rapport à l'armée, il a dit qu'il voulait remettre en valeur les plus hauts standards masculins. Et donc revenir à la binarité de genre cis-sexuel, la fin des discriminations positives dans le recrutement, l'uniformisation des coupes de cheveux, des barbes, des
interdire le surpoids dans l'armée. Voilà, et du coup, là, c'est vraiment un glissement vers le fascisme qui veut faire de la masse des gens un seul et même individu, quoi. Que les gens correspondent à un seul standard. Voilà. Bon, c'est peut-être un peu décalé de parler des États-Unis, là, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est un peu ce qui nous attend aussi. Enfin, c'est un même mouvement qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique et ici, quoi. Bah oui, puis enfin, ça montre là le truc là d'extension des catégories d'ennemis intérieurs, parce qu'en fait ça commence en disant bah, les ennemis intérieurs, c'est les criminels, c'est les délinquants, c'est les étrangers, et puis en fait ça se modifie tout le temps. Alors après c'est les Français d'origine étrangère, et en fait les catégories elles s'extendent jusqu'à, comme tu disais là aux États-Unis, où c'est presque une guerre contre l'ensemble de la population en fait quand tu ramènes l'armée. Enfin, c'est un truc de générer de la guerre civile, beaucoup le. Et puis, bah, les woke. Ouais. Voilà, aussi ce truc de dire il faut lutter contre les woke. Ouais, j'ai l'impression que c'est moins avancé en France, là, comme par exemple, il y a eu une criminalisation, enfin, en tout cas, une répression assez forte là, des mouvements de soutien à la Palestine, mais enfin, ça pourrait aller plus loin que ça encore. Enfin, on peut imaginer, là, si continue la fascisation, en fait, ça peut être vraiment, on peut vite se retrouver vraiment considérés comme des ennemis intérieurs, quoi. Bah, et puis c'est, enfin, du coup, quand même, l'exemple de Donald Trump, il est parlant parce que c'est du coup un gouvernement d'extrême droite qui arrive au pouvoir aux États-Unis par les urnes et qui arrive pour la deuxième fois et qui, peut-être la première fois, il s'en est pris beaucoup aux étrangers aux États-Unis et aux musulmans. Et il n'a pas eu le temps ou le pouvoir de mettre en place tout ce qu'il voulait. Et là, c'est la deuxième fois qu'il arrive au pouvoir. Et on voit qu'il va beaucoup plus loin aussi dans la fascisation des États-Unis. Et donc, ce qu'on voulait dire sur tout ça, sur cette création d'un ennemi intérieur, c'est que c'était aussi une manière de faire diversion des réels problèmes sociaux pour les classes bourgeoises dans le capitalisme qui sentent que le vent tourne mal parce que y a l'inflation, parce que c'est difficile de vivre dans ce régime pour plein de personnes et que donc l'ambiance politique serait pas tout à fait en leur faveur et qu'ils se tapent quand même pas mal de casseroles aussi dans les différents gouvernements et à toute échelle d'ailleurs, que ce soit aux échelles locales ou étatiques. Et donc, c'est une façon de venir faire diversion, de pointer un problème et de convaincre les gens que c'est la source de leurs problèmes, ça va être donc les étrangers ou les OQTF ou encore les musulmans, parce que l'islamophobie est vraiment utilisée très fort en ce moment pour faire diversion et nourrir des fins racistes aussi, et donc éviter que les gens finalement se concentrent sur les problèmes économiques qui sont liés au fait de vivre dans un système inégalitaire. Ouais, bah, c'est sûr. Enfin, mais je sais pas si on le passe. C'est vrai qu'on n'aime pas beaucoup passer les réactionnaires et les fascistes là, comme on entend déjà dans tous les autres médias. Mais enfin, moi, j'avais entendu un truc là que j'avais trouvé un peu marquant dans les médias encore réactionnaires, vraiment de dire que l'important en France là, c'était de s'occuper de l'islamisation plutôt que de problèmes comme la réforme des retraites qui n'étaient pas des vrais problèmes. Je ne sais pas si tu voulais mettre cet extrait ou si c'est pas la peine. Bien nous, pendant que les frères musulmans étendent leurs ramifications pour nous mettre en coupe réglée, eh bien nous parlons de l'âge de la retraite. Mais je vous garantis que quand on sera sous le régime de la charia, je pense que l'âge de la retraite, c'est pas qu'on n'en aura rien à cirer, mais pas loin. En tout cas, ça nous semblera pas si prioritaire. C'est vrai que la mise en... Ouais, enfin c'est grossier, mais justement, je trouve que c'est intéressant parce qu'il y a plein de moments là où les gens d'extrême droite ils sont beaucoup plus subtils que ça. Et que du coup, c'est beaucoup plus pernicieux. Et là, ça se voit, enfin, on la voit arriver. En fait, on voit en fait, tous les intérêts de la bourgeoisie qui est derrière de envoyer n'importe quel timbré sur les ondes, sur les médias, pour essayer de détourner le plus possible les problèmes sociaux. C'est qu'en vrai, enfin bon, c'est juste grossier, en fait.
Là, on parle des CRA, mais on peut retrouver la même logique avec d'autres, plein d'autres choses dans la société. Mais là, je pensais en particulier au nouveau quartier de prison de Darmanin. Parce que nous, les questions carcérales, c'est vraiment un peu le centre là, de notre émission. Là, je parle des quartiers de lutte contre le crime organisé, QLCO. Enfin, vous savez, il y a eu les grandes annonces là, par rapport à Condé-sur-Sarthe et par rapport à Vendin-le-Vieil, qui sont les deux premiers établissements qui ont des quartiers, la QLCO. Mais d'après Darmanin, en tout cas, c'est voué à s'étendre et on peut craindre qu'il y ait de plus en plus de quartiers comme ça dans les prisons. Et le discours de Darmanin, c'était vraiment ça. Il y a une menace, il y a une catégorie de personnes qui représentent un danger pour la société. Donc là, c'était des narcotrafiquants sanguinaires qui s'attaquent à la République. Là, on retrouve vraiment là, le truc d'ennemi intérieur. On est menacé, alors que pour la plupart des gens, en tout cas, de savoir qu'il y a des gens qui vendent de la drogue dans certains endroits. Enfin, moi, c'est pas un truc où je vais me sentir menacé, mais là, ça devient un peu une menace d'État et ça devient un nouveau ennemi intérieur, comme une nouvelle catégorie qu'on pourrait dire au sein des prisons. Il y a certaines personnes, ce seraient des super narcotrafiquants. Enfin, j'ai l'impression que c'est tout l'enjeu là des QLCO, mais on va reparler plus tard des QLCO parce que on voit d'autres points de similitude là, avec les CRA aussi dans l'arbitraire que ça représente. Donc on y reviendra. Mais la construction d'un ennemi intérieur, c'est vraiment le fonctionnement de base du fascisme. Le fascisme, il en a besoin pour se développer. Et du coup, le mouvement fasciste va donc systématiquement chercher à exacerber les tensions, à provoquer l'insécurité et à produire des clivages dans la société. Bon, pas des clivages de classe, hein, bien sûr, mais à produire des clivages. Et du coup, on va faire une petite pause musicale avant de continuer cette émission. Skyzone. Un crime commis sous l'œil de la Luna. Tu fais de la merde, tu dégages comme Cyril Hanouna. J'ai RDV avec les étoiles à minuit. Je leur expliquerai ce qu'on est devenu, je rajouterai quelques si. J'ai rêvé d'un jardin, on poussait des poèmes. J'ai rêvé d'un matin d'une potée sans pareil. Je leur ai dit sans parler, gagner sans parier, monter sans palier, faire rentrer 3 points sans panier. Enfin, bref, t'auras compris l'idée. Réchauffement climatique, il faut se mobiliser. J'ai fait le tour, je suis revenu quand j'ai réalisé. J'ai pas changé, c'est jusqu'au début, tu m'as idéalisé. Bloqué dans un souvenir, l'avenir m'en promet des nouveaux. J'aime aller au bout des choses, à part quand il s'agit du rouleau. De l'encre a coulé sous les plumes, le sable s'en est allé, le vent a soufflé sur les dunes. Enfant de Kiev ou Gaza, pour moi c'est identique. Les problèmes se situent dans le traitement médiatique. J'aime pas mettre l'art au service de la politique, mais les voir subir un génocide, ça me fait mal comme une sciatique. Avec une plume d'or, Victor Hugo a écrit Les Misérables. Victime de mon époque, j'écris le projet sur clavier AZERTY. Je suis pas sûr de valoir 2 hommes, pourtant je sais que je suis averti. 100 000 en billets de 50, ça fait la taille de Mimi Mati. Je suis sur la scène de crime, je dois pas laisser d'empreinte comme le carbone. Frérot, bienvenue à toi si tu t'abonnes. Essaye de parler d'abord, que la haine s'évapore. C'est souvent l'incompréhension, la base de tous les désaccords. On s'est promis contre vents et marées, la tempête nous a eu. T'as déguisé tes intentions, mais l'oseille les a mises à nu. Comme une impression de déjà vu. Tu voulais le 22, tu l'as eu. J'avance pas à pas, mesure après mesure. L'origine du mot travail, c'était instrument de torture. Une matinée d'hiver, un mariage qui bat de l'aile. Et la routine qui se manifeste à chaque nouvelle tasse de café. Y'a cette crêpe qui est toujours là pour l'accompagner. T'as pas pu l'obtenir, donc du coup tu fais que de l'imaginer. Et toutes les fins sont dures, mais bon, va falloir faire un choix. Vous vous êtes dit adieu, pour la 7ème fois. Pour eux c'était faux, pour vous c'était fort. Même si t'es au max poto, va falloir faire un effort. C'est de l'expérience et du vécu, du coup c'est pas que des fautes. C'est la fusion de vision artistique, en vrai c'est pas que des feats. Je vois l'impossible comme un défi, ma mère comme la plus belle des femmes. Le diable t'a vendu l'enfer en te présentant la plus belle des flammes. On imagine avant de construire, accélère avant de ralentir. Je respecte la poussière car c'est peut-être les restes d'un empire. J'ai honte d'avoir la paix, je sais pas si je la mérite. Ma soeur, tu veux conserver la tienne, c'est mieux qu'on s'évite. En tant qu'artiste, je suis jaloux du soleil quand je le vois au zénith. Y'a le pédo qui s'effrite, j'étais sur la j'hésite. J'entends parler de rue, ça tient pas debout comme un tétraplégique. Quand elle gagne en se dopant, il faut changer l'équipe. Tu t'es souvenu du mal, le bien que je t'ai fait t'a rendu amnésique. La fonction première d'une Rolex, c'est pas de donner l'heure. La morale de l'histoire diffère en fonction de l'auteur.
C'est bientôt l'automne, les arbres vont se déshabiller. Je riais, faisais le tour du monde avec le cœur abîmé. Je rattrapillais, les billets sont bancaires ou cognitifs. L'iPhone serait vieux comme de la magie pour les sociétés primitives. Ils sont matrixés comme Trinity. Balancer pointeur sur un terre, j'ai traîné ici. Je les ai vus le faire par amour, pas par intérêt. J'ai vu de la neige en août, j'ai vu des rides sur un nouveau-né. Nous, on veut nécessaire, une fois qu'on l'a, on dit que c'est pas assez. J'ai menti dans le 18, y'a certaines blessures que le temps va jamais soigner. C'est juste qu'il faudra faire avec. Tu sais déjà ce que je pense des gens qui jurent sur le Coran de la Mecque. Je me méfie des discours qui commencent par j'ai vu sur internet. Le plan était parfait, malheureusement je l'ai fait sur une comète. J'ai souri pour lui faire plaisir. Elle a fait semblant d'y croire pour me faire plaisir. Objet du désir, je lui donne raison quand elle a tort. Je lui ai promis mon émerveil serait prouvé donc elle attend. Que seraient les paroles sans les actes, les menaces sans les armes, civilisation sans les arts. Qui vivra verra, j'ai vu puis j'ai fini par détester. Je leur ai dit de m'attendre que j'en avais pour l'éternité. Par la force du destin ou celle de l'algorithme, j'écris ce que tu ressens de manière métaphorique. Rien tel qu'un silence pour expliquer si la vérité blesse. Est-ce que les mensonges vont nous soigner? Chine, Afrique ou bien néocolonialisme? Que leur apprennent-ils en école de journalisme? Je suis étonné par certains liens de corrélation. Si t'aperçois des punaises de lit, le problème c'est l'immigration. Ils ont trahi leur profession, Pascal Pro et sa clique. Pensent-ils sincèrement que l'islam est au cœur des problématiques? Ils appellent ça une république, j'appelle ça un royaume. Le peuple a voté NFP, au final c'est Barnier qu'on nomme. Quand la France brûle, à qui la faute? Moi j'ai ma petite idée. Dans le fond on a tous nos parts de responsabilité. Tu peux nous voir chez Raid pendant un contrôle d'identité. La drogue et le métavers sont pour but de fuir la réalité. Les saisons s'en vont, reviennent comme une promesse qu'elles doivent tenir. Les oiseaux s'envolent et partent comme les mots qu'on n'a pas su dire. Comment comprendre un mal qu'on n'a jamais subi? La couleur de ses yeux est à l'image de l'idée que je me fais du ciel au paradis. J'écris la nuit à l'abri des regards, à l'heure où les yeux se ferment, à l'heure où les rêves sont accomplis. Je remplis le chargeur en espérant ne pas avoir à le vider. Intègre son cœur en espérant ne pas avoir à le quitter. J'entends les cris qu'on essaye d'étouffer, je suis pas là mais tout près. Au pire, je pourrais dire que j'ai pas fait exprès. Le soleil vient de se lever, la lune nous manque déjà. Descendant d'indigènes comme Ouria Boutelja, ça sent la pouki. Je ferme la porte sur les conseils d'Ayal, guetteur Al-Tolki. Ça veut dire que la police n'est pas loin. Pour le studio, je vais pas juste à Paris, y'en a 6 à Tourcoing. Je l'ai tellement cherché que j'ai trouvé l'aiguille dans la botte de foin. À chacun ses problèmes, Naël n'est plus des nôtres. Inquiet par le silence qui s'installe après la révolte. Et on sème les graines de la honte que les médias récoltent. Y'a un doute, on reporte, un frère qui s'en sort, on supporte. Qui dit pauvreté, dit crime pour le comprendre, pas besoin d'être sociologue. Tout s'achète, tout se vend et tu penses pouvoir immuniser la drogue. On se dit pas au revoir à l'épilogue, j'ai raté celui-là, c'est pas grave, je ferai mieux au prochain épisode. Toi à la mer face au vent, je laisse une partie de moi dans le bateau. J'ai bonheur dans un atome, la princesse n'est plus dans le château. Intrigué par le monde et ses contrées lointaines, je l'ai recroisé, pédo à la bouche dans une soirée mondaine. Au nom de la liberté tant chérie par nos vieux, au nom des peines qui seront pas guéries par nos vœux. Sur ces plaines étendues où parfois le temps s'arrête, les hommes n'y sont plus conviés, les papillons y règnent en maître. Pour partager ton histoire, dénoncer ce que tu affrontes ou tout simplement envoyer de la force à l'intérieur, appel et SMS au 07 82 98 43 59. Donc vous êtes toujours à l'antenne de Casse-Muraille et on vient d'écouter Heikel H22. Et donc Heikel, c'est un rappeur qui est sorti donc de la Star Academy, qui avait participé au dernier projet de la Star Academy pendant son incarcération et qui maintenant est dehors et fait plein de sons. Écoutez, c'est cool. Super. Du coup, avant la pause musicale, on parlait de la construction d'un ennemi intérieur. Et là, l'autre élément important du fascisme, et ça va être le sujet pour la suite de l'émission, c'est l'augmentation de la violence, de la répression et la disparition de tout cadre juridique qui apporte des protections contre l'arbitraire de l'État. Là encore, les CRA en sont un exemple criant. Alors déjà, pour commencer, les CRA, donc on l'a déjà dit, hein, je vais le redire rapidement, les CRA, ils ont été créés en 1981 et à la base, la durée de rétention légale, c'était 7 jours. C'est passé à 10 jours à la fin des années 90, c'est passé à 32 jours en 2003 avec la loi Sarkozy, c'est passé à 45 jours en 2011 et puis maintenant, on est à 90 jours depuis la loi Collomb, ça c'était en 2018. Mais ça a failli passer là cet été. Après, c'est les embrouilles de gouvernement qui ont fait que ça ne s'est pas passé. Mais sinon, dans le projet de loi immigration de Retailleau, ils voulaient le passer
à 180 jours, voire 210 jours pour les personnes dangereuses. Voilà, du coup, c'est énorme en fait. On voit qu'il y a une fuite en avant de toujours enfermer plus les étrangers et sur des plus longues périodes quoi, à chaque fois. Du coup, ce qui fait qu'en 2024, il y a 40 000 personnes qui sont passées par les CRA et autres locaux de rétention administrative. C'est énorme et c'est un peu moins. Enfin, il y a eu plus déjà. Avant 2019, c'était monté jusqu'à 53 000 personnes. Et puis après, avec l'épidémie de Covid, du coup, il y a plein de gens qui ont été libérés, même si, en fait, en 2020, il y a eu 28 000 personnes enfermées dans les CRA, alors que c'était pas possible d'expulser les gens, puisque les frontières étaient fermées, qu'il n'y avait pas d'avions qui volaient, rien. Mais du coup, l'État français a quand même enfermé des gens. Oui, puis ce qu'il faut préciser, c'est que si ça a baissé après 2019, là, c'est directement lié au fait que la durée maximum a augmenté et que du coup, ils sont en train de construire plein de places de centres de rétention pour multiplier par 2 le nombre de places de rétention. Ils veulent arriver à 3000 places de rétention, mais pour l'instant, elles ne sont pas encore construites. Donc le fait que chaque personne reste plus longtemps en CRA, ça veut dire qu'il y a moins de personnes en tout qui passent dans les centres de rétention. Et il y a aussi des cas de personnes qui, une fois qu'elles ont fait 3 mois en centre de rétention, elles sont obligées d'être mises en liberté, mais elles sont, quelques semaines après ou quelques mois après, elles sont re-enfermées pour 3 nouveaux CRA. Moi, j'ai vu le cas, là, par exemple, d'un Djiboutien qui avait aucune perspective d'éloignement. Et il a été enfermé 3 fois, 3 mois dans l'année 2024. Ça veut dire qu'il a fait 9 mois en centre de rétention dans la même année. Et entre-temps, il était assigné à résidence. Donc l'assignation à résidence, ça a fonctionné. Et dès qu'il y avait une possibilité, on le remettait en centre de rétention. 9 mois en tout. Voilà, ce qui fait que en 2017, par exemple, il y avait en moyenne, enfin les séjours en CRA duraient en moyenne 12 à 13 jours, quoi. Et en 2024, plutôt 32-33 jours. Voilà. Et ce mouvement, moi, je ne peux pas m'empêcher aussi de le relier aussi à l'évolution du nombre de prisonniers. Enfin, en 1980, il y avait 37 000 prisonniers. Il y en avait 62 000 en 2019. Et aujourd'hui, il y en a 85 000. Enfin, ça veut dire que ça a augmenté de 25% en 6 ans, là. Enfin, c'est vraiment c'est énorme. Ça s'accélère. Non seulement ça augmente, mais l'augmentation s'accélère d'année en année. Quoi. Voilà. Il y a un autre coup énorme qui a été porté aux étrangers, c'est la loi du 26 janvier 2024. Donc il y a eu plein de dispositions affreuses dans cette loi, et notamment il y a eu la suppression des catégories protégées par la loi. Donc vous savez, avant il y avait une protection pour les personnes, plusieurs catégories de personnes, mais entre autres les personnes qui sont arrivées en France avant leurs 13 ans, pour les parents d'enfants français, pour les personnes malades, pour celles qui avaient des conjointes françaises. Tout ça, ça a été supprimé. Et ça vient toucher les personnes qui sont le plus implantées en France, qui ont la vie la plus établie. Enfin là, on parle d'un seul coup. Non seulement ça, c'est passé dans la loi, mais ça a été appliqué massivement dans la foulée. Là, il y a des gens, des enfants, par exemple au CRA d'Andaille, pas des enfants du coup, c'est des adultes, mais qui sont arrivés enfants en France avant leurs 13 ans, mais même avant leurs 10 ans, leurs 8 ans, leurs 4 ans, leurs 3 ans. Enfin, il y a une personne, elle avait 2 ans quand elle est arrivée en France. Enfin, je dis une personne, il y en a sans doute plusieurs. Enfin, mais c'est pour dire. Enfin, vous imaginez, vous arrivez à 2 ans en France, vous n'avez pas la nationalité française, donc titre de séjour pendant 20 ans. Et puis là, d'un seul coup, 20 ans après, on vous enlève votre titre de séjour, OQTF, enfermement et menace d'expulsion vers un pays que vous ne connaissez pas. En fait, il y a énormément de choses illégales dans les CRA, ça on le voit partout, on y reviendra. Mais là, c'est légal. Là, maintenant, c'est la loi. Enfin, c'est qu'en plus des trucs vraiment dingues qui se passent de manière illégale, la loi elle-même, elle bouge. Et ça, maintenant, c'est parfaitement légal. Enfin, c'est comme l'histoire de... Alors, un monsieur T, là, qui est géorgien, qui est arrivé à 11 ans en France. Donc, pendant 25 ans, il enchaîne les titres de séjour, jusqu'à l'année dernière, où il va à la préfecture pour renouveler une énième fois son titre de séjour. Je ne sais pas si on voulait lui refuser le titre de séjour ou c'est autre chose qui s'est passé. Enfin, ça s'est mal passé. Donc, à un moment, il pète un plomb, il se met à gueuler en fait dans la préfecture.
Et du coup, il se fait attraper par les vigiles de la préfecture qui appellent les flics. Il est envoyé en garde à vue. Et en fait, c'est ce qu'il faut voir, c'est qu'il est envoyé en garde à vue, mais il y a pas de délit pénal qui est fait. Enfin, forcément, s'il y avait des délits pénals, on trouverait quelque chose à redire aussi. Enfin, dans tous les cas, le traitement, délit pénal ou pas, qui est fait aux gens, c'est dégueulasse. Bon, là, dans ce cas-là, il n'y a pas de délit pénal, mais on considère que c'est un trouble à l'ordre public d'avoir gueulé dans la préfecture. On lui retire son titre de séjour, OQTF, placement en CRA, au bout de 25 ans en France, quoi. Au CRA de Mesnil-Amelot, en tout, il y a 112 personnes qui ont été recensées, qui sont arrivées en France enfants, avant 13 ans, donc jeunes enfants, et qui ont été enfermées une fois adultes, et des fois même une fois très adultes. C'est pas à la 18 ans. Enfin, c'est pas un truc systématique de ça y est, ils ont 18 ans. Enfin, souvent à 18 ans, ils ont des titres de séjour, et puis ils renouvellent les titres de séjour plusieurs fois, et puis sans aucune raison apparente, ou alors pour une raison qui paraît assez légère, tu vois, pour un délit pénal, pour n'importe quelle interpellation et tout ça, et d'un seul coup, on leur dit qu'ils sont plus les bienvenus en France. Il y a aussi 88 personnes qui ont été enfermées alors qu'elles avaient des enfants français. Ça, c'est des chiffres de 2024. Hein. Ouais, tout ça, c'est juste 2024. Ouais. Ouais. C'est toujours issu du rapport des associations qui interviennent dans les CRA. Ouais, c'est ça. Si ça vous intéresse un peu, vous pouvez regarder ces rapports-là parce que c'est vraiment une mine d'informations sur tout ce qui se passe dans les CRA. Là, au CRA de Metz-Quentin, il parle d'une mère isolée donc, qui a 4 enfants mineurs, qui a été placée en CRA sans ses enfants, parce que maintenant, je pense dans l'ancienne loi, ils auraient mis les enfants en centre de rétention avec elle. Mais là, du coup, elle était séparée de ses enfants. Et il y a dû avoir plusieurs décisions de justice avant qu'elle puisse être relâchée. Et les enfants étaient livrés à eux-mêmes. Les plus jeunes, je ne sais plus quel âge il avait, mais il y avait des enfants jeunes et il y avait des enfants qui avaient 16 ans qui devaient s'occuper des enfants plus jeunes. Et la mère enfermée au CRA pendant ce temps-là. Ouais, on voulait continuer à faire un peu le parallèle avec le placement en QLCO, donc les quartiers de lutte contre la criminalité organisée, qui sont donc des quartiers dans lesquels certains prisonniers qui soient en instruction ou condamnés peuvent être placés sous décision du ministère de la Justice, qui prend ses renseignements avant auprès de différents travailleurs de l'administration pénitentiaire. Et donc là, dans ce truc de démontrer un peu que le CRA et différents outils en fait, de l'autorité administrative qu'elle a pour réprimer, mais de manière beaucoup plus arbitraire que dans le cadre légal, même si le cadre légal, en fait, ce qu'il a de mieux, c'est qu'il est prévisible, il est défini, mais il est quand même totalement injuste. C'est parce qu'on ne peut pas dire le contraire. En tout cas, donc les QLCO, dans ce truc aussi que l'avancée de la fascisation, elle se regarde à travers la violence qui peut être opérée par l'État sur les personnes. On trouve que c'est aussi un exemple hyper illustrant parce que donc là, le but de Darmanin, c'est de mettre la misère à des gens, de les broyer pour que clairement ils parlent dans leurs affaires qui sont liées au narcotrafic. Et de mettre aussi une menace sur la tête des prisonniers, qu'il y a toujours des quartiers où le régime d'enfermement est pire, qu'il y a toujours pire, donc il y a toujours une menace de plus en fait dans la prison pour foutre la pression à tout le monde. Et donc là, l'idée, c'est que ce soit des quartiers complètement hermétiques, donc où les gens n'ont pas accès à des UVF, donc les parloirs de plusieurs jours avec leur famille. Il me semble que les promenades, il y en a. Donc, c'est que par 5, toujours les mêmes. Et 1 heure par jour. 1 heure par jour. Le téléphone, c'est 2 fois par. 2 fois 2 heures par semaine. Voilà, merci. De toute façon, vous en avez déjà parlé beaucoup des QLCO et des conditions dans ces prisons, mais c'est des conditions où les gens, en fait, tout le rapport humain qu'il peut y avoir entre prisonniers et prisonnières, il est réduit au minimum. Et le contact avec l'extérieur aussi. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous avez lu donc un communiqué de presse du super cartel de Vendin-le-Vieil qui avait été fait par des prisonniers placés au QLCO qui s'étaient organisés ensemble pour lutter contre leurs conditions de détention atroces. Et de toute façon, vous en avez déjà parlé et ce communiqué est trouvable sur Internet.
L'autre aspect dont on veut parler aujourd'hui, c'est la disparition de tout cadre juridique qui apporte des protections contre l'arbitraire de l'État. C'est un peu compliqué pour nous de parler de ça parce qu'on n'était déjà pas satisfait quand il y avait un peu de cadre juridique démocratique. Le cadre juridique démocratique, ça n'a jamais empêché l'exploitation, ça n'a jamais empêché la répression et surtout, ça n'a jamais empêché que ce soit toujours les mêmes qui s'en prennent plein la gueule. La démocratie telle qu'on l'a connue en France, ça a toujours été les flics qui nous tapaient, les juges qui nous condamnaient, l'armée qui partait coloniser des grands territoires partout dans le monde. Avec vraiment en plus cette composante là du racisme qui fait que les décisions, plus les décisions sont arbitraires, plus elles s'acharnent en particulier sur les personnes racisées. Et on voit aussi en particulier en ce moment beaucoup contre les musulmans. Et quand on voit les saloperies que peuvent faire les juges, on n'a pas envie de défendre leur système. Mais d'un autre côté, on voit bien que ça évolue vers le pire. C'est pas chouette d'avoir des juges pour nous condamner et pour nous réprimer, mais on voit bien que ce qui nous attend, c'est la même chose, avec moins de possibilités de s'en sortir, moins de possibilités de pouvoir anticiper ce qu'on risque, moins de protection, moins de limites dans l'arbitraire du pouvoir. Par exemple, dans les CRA, là, on sait quand est-ce qu'on se fait arrêter, mais on n'a pas de date de sortie. C'est pas une peine, tu as eu 6 mois de prison, tu sais, tu restes 6 mois et tu sais qu'au bout de 6 mois, tu vas être libéré. Là, tu sais pas combien de temps tu vas rester. Ça peut être seulement 3 jours, seulement 1 jour, ou ça peut être 90 jours. Ça fait quand même 3 mois. Et tu sais pas qu'est-ce qui va t'arriver à la fin. En fait, tu peux te faire expulser, tu peux te faire assigner à résidence, tu peux te faire relâcher et remettre en CRA tout de suite après. Enfin, c'est une menace perpétuelle, quoi. Enfin, je sais pas. Enfin, c'est ça, c'est tout le problème là qu'on a dans l'émission, c'est que on passe notre temps à dénoncer là, le système légal de répression qui va écraser tout le monde, mais quand ça passe plus par la légalité, mais par l'arbitraire, c'est pas mieux en fait. On dénonce tout autant, voire encore pire, quoi. Et je sais pas, il y a des gens qui disent que le fascisme c'est le contraire de la démocratie. Nous, on pense plutôt que c'est le même système qui va être parfois un peu plus démocratique et parfois un peu plus fasciste, mais qu'il n'y a pas vraiment de différence claire entre les deux. C'est un peu ce que disait Retailleau. Il a dit que l'état de droit n'était pas sacré, sous-entendant qu'il était prêt à le remettre en question. Alors là, il y a eu des déchaînements, des polémiques, il y a quand même plein de gens qui lui sont tombés dessus. Et ce qu'il a dit pour se rattraper un peu après avoir dit ça sur l'état de droit, je vous propose, on écoute ce qu'il a dit à ce moment-là. Moi, à aucun moment, j'ai voulu abolir l'état de droit. À aucun moment. J'ai simplement dit qu'il fallait déplacer le curseur dans l'état de droit, comme nous l'avons fait au moment du terrorisme et au moment du Covid. Voilà, donc, moi j'ai trouvé, excusez-moi encore d'avoir encore passé Retailleau, mais j'ai trouvé que c'était assez parlant. Pour une fois, je suis d'accord avec lui, en fait. Il n'y a pas de séparation claire entre l'état de droit et le fascisme. C'est plutôt le curseur qui se déplace. Et en ce moment, il se déplace plutôt vers le fascisme. Et clairement, on voit là dans cet extrait, l'idéal de Retailleau, c'est les états d'urgence. C'est les deux moments qu'il cite sur lesquels il voudrait se rapprocher un peu plus. C'est l'état d'urgence qu'il y avait eu en 2015 après les attentats et l'état d'urgence qu'il y avait eu pendant le Covid. C'est-à-dire c'est les outils qui ont permis à l'État de prendre de très gros pouvoirs avec pratiquement aucun contrôle. L'état d'urgence après les attentats de 2015, ça a permis d'assigner à résidence des gens sans aucune justification, à part des soupçons sans preuve, et à part le fait que, en fait, c'était toujours les mêmes, quoi. Enfin, c'est à chaque fois, ça tombait sur des opposants, ça tombait sur des musulmans. Il y a vraiment eu, avec les attentats de 2015, ça a vraiment permis de sortir toute la panoplie pour réprimer non seulement des musulmans qui pouvaient avoir des discours extrémistes contre l'État, contre la République, mais tous les musulmans, peu importe lesquels ils soient, et qui pouvaient juste au bon vouloir des caprices d'un commissaire ou d'un commandant de gendarmerie, ils pouvaient se retrouver à devoir pointer 3 fois par jour au commissariat. Et des fois, pendant des années, je crois qu'il y en a des gens, c'est encore le cas aujourd'hui, enfin, on n'entend plus beaucoup parler, donc c'est dur. On ne peut pas avoir des chiffres sur les gens qui sont tombés dans des mesures comme ça, administratives,
pas du tout basés sur des faits qu'ils ont faits, mais sur des simples suspicions en 2015 et qui en subissent encore les conséquences aujourd'hui. Et je ne pense pas m'avancer en disant qu'il y en a encore. Mais en fait, ça a été une séquence terrible à ces moments des attentats et de l'état d'urgence qui a suivi, puisque chaque personne musulmane était suspectée de connivence avec le terrorisme. Et c'est ce qui a mis en place un climat d'islamophobie qui existait déjà évidemment à travers le racisme, etc. Mais ça a décomplexé quand même l'islamophobie dans les médias et dans les paroles des pouvoirs publics et dans l'imaginaire collectif aussi. En fait, on a prévu un planning là, très, très chargé là, pour cette émission. On n'est pas encore arrivé au bout. On a dépassé la demi-heure de notre émission. Je ne sais pas si on va avoir le temps de finir. Vous pensez qu'on arrive à finir là Moi, ça me paraît un peu compliqué. Oui, mais je pense qu'on peut le faire, mais il faut qu'on Carrément. enchaîne, quoi. Ok, bon. Alors, du coup, on enchaîne. En fait, ce qui est marquant quand on lit le rapport des associations qui interviennent dans le CRA, c'est de voir comment le droit n'existe plus dans les CRA. Il y a des cas où les juges ordonnent la libération d'une personne et où les préfectures décident de passer outre. Il y a des conventions internationales ratifiées par la France qui interdisent d'expulser des gens vers les pays en guerre. Les préfectures le font, soit en toute discrétion, soit en plein jour devant tout le monde, rien à battre. Il y a des enfermements et des expulsions de personnes qui ont déposé une demande d'asile alors que la demande n'est pas encore examinée. Des personnes sont maintenues en rétention après qu'un médecin ait attesté que leur état de santé n'est pas compatible avec la rétention. Rien qu'au cas de Guyane, ce sont 6 personnes qui ont été jugées trop malades par le médecin pour être enfermées et qui ont quand même été maintenues illégalement en rétention. Pardon. Oui, je voulais revenir du coup moi sur la circulaire Retailleau en fait donc c'est toujours les assos là qui interviennent dans les CRA qui ont parlé de cette circulaire en disant qu'ils faisaient un détournement sécuritaire de la rétention administrative. Donc c'est-à-dire que dans sa circulaire, il dit que il faut profiter de la détention pour maintenir les personnes enfermées, par exemple à la sortie d'une peine de prison, même s'il n'y a pas la possibilité de les expulser. Donc à la base, on nous a dit, on crée des centres de rétention pour expulser des gens. Enfin, dans le but de pouvoir mener à bien l'expulsion des gens. Et donc, c'était déjà sale. Mais maintenant, même s'il n'y a pas d'expulsion possible, on utilise la détention administrative, enfin la rétention administrative, pour prolonger des peines de prison et en fait maintenir les gens en prison. Et en plus, c'est toujours les mêmes. Voilà, et du coup, un des prétextes que Retailleau a donné dans sa circulaire pour recourir à la rétention administrative, c'est la menace à l'ordre public. Et ça, c'est une notion floue qui permet d'englober plein de situations. Et en fait, en partant de là, on voit bien qu'il n'y a qu'un pas pour étendre ce recours à d'autres personnes qui dérangent. Par exemple, on peut penser aux opposants politiques. Enfin, c'est un truc qui pourrait arriver au bout d'un moment. Voilà, bon, vu qu'on doit enchaîner, je vais m'arrêter là. Au départ, les CRA sont présentés comme un simple outil administratif pour faciliter l'expulsion de décisions administratives concernant les personnes qui n'ont pas de titre de séjour. Mais on voit bien que ça sert de plus en plus à réprimer les ennemis que l'État s'invente, même quand les personnes ont des papiers en règle. Comment que ça se passe ? De plusieurs manières. Parfois, ça va être en retirant les titres de séjour. Par exemple, il y a eu le cas de Mariam Aboudaka. C'est une militante palestinienne qui avait un visa de 50 jours pour venir faire des conférences en France. Au cours de ces conférences, elle a défendu la cause palestinienne et le militant Georges Ibrahim Abdallah, qui était enfermé à cette époque, qui a été libéré depuis. Après le 7 octobre, Mariam Aboudaka est devenue particulièrement dérangeante du point de vue du gouvernement. Ni une ni deux, elle se fait supprimer son titre de séjour, remettre une OQTF et enfermer en CRA. J'ai cité cet exemple parce qu'il avait été beaucoup médiatisé, mais ça devient très courant. Il y a beaucoup de gens qui se font retirer leur titre de séjour ou déchoir de leur nationalité française et envoyer en CRA. Les échanges de nationalité augmentent à grande vitesse. Il y en a eu 41 l'année dernière, y compris des personnes qui sont nées en France. 41, c'est vraiment une accélération, c'est un record absolu, c'est plus que tout ce qu'il y a eu avant cette année et depuis, je ne sais pas quand, depuis l'après-guerre, entre l'après-guerre et 2023, il y a eu moins de 41 personnes. Et là, cette année, d'un seul coup, il y a eu 41 personnes d'un coup qui ont été déchues de leur nationalité.
La loi, ça permet aussi d'enfermer en CRA des demandeurs d'asile, c'est-à-dire des personnes en situation régulière, le temps de déterminer quel est le pays européen responsable du traitement de leur demande d'asile. Vous voyez, ça c'est la procédure Dublin. Quand un étranger arrive en France et qui fait en Europe et qui fait une demande d'asile, il y a un pays qui va être responsable de sa demande d'asile. Théoriquement, c'est le premier pays dans lequel la personne est arrivée. Et ben, quand on ne sait pas bien quel est ce pays-là, on peut laisser une personne en CRA en sachant qu'elle est demandeuse d'asile en Europe et du coup elle a le droit d'être là, mais qu'on ne sait pas dans quel pays on voudrait la mettre et du coup on peut la mettre en CRA. Et enfin, l'autre possibilité d'enfermer en CRA des personnes en situation irrégulière, c'est l'illégalité complète. En fait, dans le rapport annuel des associations qui interviennent en CRA, ça atteste qu'il y a eu de très nombreux cas chaque année. Par exemple, l'année dernière, à Bordeaux, il y a un jeune de 18 ans qui a été arrêté parce qu'il n'avait pas de titre de transport. Il a été placé en CRA alors qu'il était de nationalité belge. Et en fait, des Français aussi. Je vais essayer d'aller vite, mais en fait, il y a eu une dizaine de Français au CRA. Enfin, dans presque tous les CRA, il y a des Français qui sont arrêtés. Alors, des fois, on dit que c'est un peu des erreurs, mais des fois, c'est des gens qui montrent leurs papiers. On sait au moment où ils sont arrêtés qu'ils sont Français. Par exemple, au CRA de Vincennes, c'est une dizaine, c'est 10 personnes françaises qui ont été enfermées, 4 autres avec des titres de séjour. Et une de ces personnes, la française, elle est restée 28 jours enfermée en CRA. Ouais, ça on peut pas. Enfin, du coup, dans le rapport des assos, ils racontent ça, mais après, on n'a pas vraiment les éléments pour le dire. Mais forcément, il y a un biais raciste pour ça. Enfin, c'est sûr qu'un Français blanc se retrouvera pas enfermé en CRA à Vincennes et encore moins pendant 28 jours. C'est impossible. Non, mais oui, 28 jours. Mais j'avais vu ça aussi sur un Irakien qui avait été arrêté, qui était, du coup, lui, il est réfugié politique en Roumanie. Et du coup, il était à faire du tourisme et il est passé à Calais. Et en fait, à Calais, juste contrôle au faciès, il n'est pas blanc. Et du coup, lui, il a eu beau dire qu'en fait, il avait un titre de séjour, qu'il avait le statut de réfugié et tout ça, et que son titre de séjour était à l'hôtel. Les flics n'ont rien voulu savoir. Et en fait, il a demandé à retourner en Roumanie où il a le droit d'aller. Et en fait, ça a pris 56 jours. Il a été enfermé 56 jours à cause de ça. Bon, en fait, j'insiste sur le fait qu'il y a des Français qui sont enfermés, mais en fait, ça veut dire juste qu'ils ont le même traitement que les étrangers. Nous, on n'est pas en train de dire que les Français, ils devraient avoir une sorte de privilège de pouvoir rester tranquilles sans problème chez eux pendant que les étrangers se bouffent toute la répression dans la gueule. Enfin, c'est aussi dur pour la personne étrangère sans papier d'être enfermée que pour une personne française. Enfin, quelque part, on ne peut pas dire que c'est plus dégueulasse quand c'est les Français que quand c'est les étrangers. Mais si j'en parle, c'est que ça permet de comprendre quand même des choses. Déjà, que les préfectures et que les gouvernements se sentent de moins en moins obligés de respecter la loi. Ensuite, que le but des CRA, en réalité, c'est pas du tout de gérer des soi-disant problèmes d'immigration, mais c'est de donner la possibilité d'enfermer n'importe qui, alors surtout les étrangers, surtout les personnes racisées. Et en fait, c'est que si eux, ils estiment de manière complètement arbitraire qu'il y a des troubles à l'ordre public, ils n'ont aucun besoin de se justifier. En fait, il y a les CRA, il y a déjà les prisons, mais en fait, les prisons, c'est compliqué. Il faut un juge, il faut un jugement, il y a des avocats et tout ça. Et les CRA, voilà, ça enferme tout le monde. Mais du coup, le fait que ça enferme aussi des gens qui ont des papiers, qui ont des titres de séjour, ça montre bien que c'est pas un truc d'immigration, c'est un outil qui est à disposition pour faire les pieds des gens, quoi. Et puis ça montre aussi qu'il y a des policiers qui doivent travailler à maintenir un ordre social, que pour ça on leur donne des outils légaux. On leur donne aussi une certaine possibilité de... ils ont une impunité quand ils tuent des jeunes racisés, par exemple, dans les quartiers. Et qu'après, je sais plus où je voulais en venir, mais il y a cette histoire de tout ce que tu viens de dire qui est en dehors de tout cadre légal, qui petit à petit se fait aussi légaliser quand même par par des lois comme les lois Darmanin ou les circulaires Retailleau. Et que donc tout ça, la fascisation, elle vient grappiller en fait les droits des gens qui sont acquis par des pratiques des policiers sur le terrain et qui après sont validés par les autorités. On a centré cette émission sur les CRA, qui font partie des dispositifs administratifs qui permettent un pouvoir arbitraire très peu limité. Mais ce n'est pas le seul. Et je voulais rappeler qu'il y a plein d'autres mesures administratives qui peuvent vite nous pourrir la vie sans qu'on puisse se défendre. Ces mesures se sont multipliées pendant les différents états d'urgence. Ce sont des assignations à résidence, des interdictions de sortir à certaines heures, des obligations de pointer régulièrement au commissariat. Pour Kamel Daoudi, ça prend même des dimensions qui défient l'imagination.
Alors lui, pour le coup, ça n'a rien à voir avec l'état d'urgence, hein. C'est suite à une condamnation judiciaire, il a été interdit de territoire français, mais ne peut pas être expulsé parce qu'il y a eu un avis de la CEDH qui s'est opposé, parce il y avait des risques de torture dans son pays d'origine, l'Algérie. Alors à la place, il est assigné à résidence à vie. Mais à n'importe quel moment, le ministère de l'Intérieur peut choisir de changer son département de résidence ou ses conditions de vie. Cette situation dure depuis 17 ans. Il est parfois forcé d'habiter à 4 km du commissariat le plus proche et de faire l'aller-retour en vélo 3 fois par jour pour aller pointer. En tout, il a calculé que juste pour aller pointer au commissariat, il avait parcouru l'équivalent d'une fois et demie le tour de la Terre. Des fois c'est en vélo, des fois à pied. Une fois, le ministère l'a forcé à quitter son logement pour aller dans un département loin de sa famille où il n'avait aucun logement. Et il n'a pas de logement, il se débrouille. Et s'il s'éloigne de quelques kilomètres de son périmètre, ou s'il a un quart d'heure de retard pour son couvre-feu, c'est directement la prison. Cela lui est arrivé 2 fois, et les 2 fois, il a pris 4 mois de prison ferme. Dans les mesures administratives aussi qui continuent de nous pourrir la vie et tout. En prison, ça aussi c'est très présent. Comme on le disait tout à l'heure, il y a l'exemple des QLCO. Peut-être je vais pas revenir dessus là, parce qu'en fait on va pas pouvoir dépasser après 19h. Il y a notre émission qui va commencer. Mais par exemple aussi en tôle, il y a le placement à l'isolement, qui finalement est une décision de l'administration pénitentiaire, enfin du coup une administration. Donc du coup les premières peines d'isolement sont données par le directeur, la directrice de l'établissement pénitentiaire, ensuite par la direction interrégionale des services pénitentiaires, donc c'est le chef d'au-dessus, et au bout d'1 an de quartiers d'isolement comme ça qui ont été donnés, c'est le ministère, enfin c'est le ministre en fait, ou la ministre, qui resigne l'isolement, quoi. Et par exemple, Fabrice Boromé, dont on parle, qui a passé 13 ans à l'isolement, c'est comme ça en fait que ça s'est... c'est ces critères issus de l'administration qui justifient son placement. Et en fait, lui, pour se défendre de ça, vu qu'il est toujours face à l'administration qui continue de justifier et qui continue de dire qu'il y a une menace à l'ordre public, que Fabrice est quelqu'un de dangereux pour l'administration, et du coup, c'est ce qui le maintient enfermé. De toute façon, on va parler de Fabrice juste après. Voilà. Peut-être qu'on peut essayer de conclure rapidement sur le sujet, et puis on a justement des nouvelles de Fabrice à donner et une dédicace à passer avant de rendre l'antenne. Ce qui se passe dans les CRA, ça a toujours été dégueulasse, hein, depuis le premier hangar clandestin où les émigrés algériens se faisaient enfermer dans le port de Marseille en dehors de tout cadre légal, jusqu'à aujourd'hui. Enfermer illégalement les personnes qui ont des titres de séjour ou qui ont la nationalité française, c'est pas plus dégueulasse ou plus violent que d'enfermer légalement des personnes qui n'ont pas de titre de séjour. Mais ça révèle des changements profonds qui s'opèrent aujourd'hui dans la société. En premier lieu, le passage à un enfermement décidé pour des raisons précises, anticipables, compréhensibles, quand bien même elles sont complètement injustes, un enfermement motivé par des notions floues et arbitraires telles que trouble à l'ordre public, soumises à aucune règle, sinon le bon vouloir de l'administration. Ensuite, l'abandon de toute considération morale, comme de ne pas séparer les familles, de respecter la dignité des personnes malades ou la prise en compte des liens établis. Enfermer en CRA les étrangers parce qu'ils n'ont pas de titre de séjour était déjà terrible et fascisant. Mais enfermer les étrangers qui ont des titres de séjour ou des Français parce qu'on considère sans aucun besoin d'aucune preuve qu'ils troublent l'ordre public est véritablement significatif d'une période de fascisation. Et on va s'arrêter là pour ce sujet. Merci. Donc ce soir, on voulait vous donner des nouvelles de Fabrice, dont tu parlais tout de suite, Tim, parce qu'il vient d'être transféré à Condé-sur-Sarthe, c'est son troisième transfert de l'année. Et donc des proches de Fabrice ont écrit un communiqué que je vais vous lire tout de suite. Solidarité avec Fabrice, halte à la vengeance infinie de l'administration pénitentiaire. Fabrice est un prisonnier guadeloupéen enfermé depuis 2010 et déporté en métropole en 2011. Depuis, il réclame son transfert en Guadeloupe, près de ses proches qui ne peuvent pas venir lui rendre visite aussi loin. Une double peine qu'il subit comme de nombreux autres prisonnières transférés des territoires colonisés. Fabrice a essayé de se faire entendre par tous les moyens, ne recevant que mépris et répression en réponse. Il est allé jusqu'à faire ce que l'administration appelle des prises d'otages. Il a retenu dans sa cellule des membres du personnel pénitentiaire dans l'espoir d'être enfin entendu. Maton, administration et institutions judiciaires lui font payer ses actes de révolte par des représailles infinies.
il a été condamné à une 20aine d'années supplémentaires à l'intérieur, alors qu'il était entré pour une peine de 8 ans. Pendant de longues années en quartier d'isolement, des lieux de destruction physique et psychique, il n'a été en contact qu'avec des surveillants casqués. Il a subi la violence d'escortes suréquipées, le menottage à chaque mouvement et les fouilles systématiques, les repas jetés par une trappe, l'impossibilité de voir un conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, SPIP, dans des conditions décentes. Ce traitement a eu de graves conséquences sur la santé de Fabrice. En 2017, il a reçu 2 grenades assourdissantes jetées par des surveillants dans sa douche. Ça l'a rendu sourd d'une oreille. Il a aussi souffert d'un grave ulcère à l'estomac provoqué par le stress. L'administration s'est cantonnée dans un refus de soins récurrent. Jusqu'en mars 2025, à la prison de Vendin-le-Vieil, Fabrice a subi des injures et des provocations racistes pendant des mois. Il en a fait part à la direction de l'établissement, à la direction interrégionale des services pénitentiaires Grand Nord Lille et à la direction de l'administration pénitentiaire. La DAP et la DISP ont répondu, mais sans rien faire pour mettre un terme à ces agissements. Fabrice a tout de même obtenu un transfert à la maison centrale de Valence, où il a été sorti d'isolement au mois de juin pour à peine quelques semaines, et ce pour la première fois depuis plus de 13 ans. Mais comme il a porté plainte contre les surveillants qui l'ont rendu sourd, l'administration pénitentiaire a repris les hostilités aussitôt. Elle l'a transféré à la maison centrale sécuritaire de Condé-sur-Sarthe, son 3e transfert en 1 an. Il y est enfermé dans des conditions particulièrement dures, toujours au quartier d'isolement, où des surveillants cagoulés et lourdement équipés le menottent et l'entravent à chaque sortie de cellule. Condé-sur-Sarthe est une des fameuses narcoprisons où sont mis en place les nouveaux QLCO, quartiers de lutte contre la criminalité organisée, une réhabilitation explicite des QHS, les quartiers de haute sécurité du XXe siècle. Nous lançons une campagne de solidarité avec Fabrice pour faire connaître son combat, pour briser un peu l'isolement et pour dire stop à la fonction coloniale et raciste de la prison. Il est important de relayer cet appel. La sécurité de Fabrice en dépend. Et puis, il y a une cagnotte, car en prison, tout coûte cher. Les cantines, le frigo et surtout le téléphone pour la Guadeloupe. La cagnotte, c'est sur papayou-solidarité.com. Collecte Solidarité avec Fabrice 1. Ouais, merci. De toute façon, on va mettre le lien de la cagnotte sur nos réseaux et tout, comme ça, s'il y a des gens qui sont intéressés pour soutenir, ce sera possible de retrouver ça. Carrément, et puis on envoie plein de force à Fabrice, pour qui on sait que c'est dur, mais il lâche pas l'affaire, il lâche rien. Peut-être c'est temps de se dire au revoir. Ouais. Et grand temps. On va peut-être juste rappeler notre numéro de téléphone et notre adresse postale. Ouais, alors le numéro c'est 07 82 98 43 59 et l'adresse postale c'est Casse-Muraille chez B17, 17 rue Paul Bellamy, 44 000 Nantes. Voilà, et donc on va se quitter avec une petite dédicace. Ouais. Alors je crois que nos camarades de l'émission d'après sont pas arrivés, c'est ça hein? On dirait. Pas encore. Ok, donc on la balance vite fait et puis on se quitte dessus. Ouais. C'est une dédicace de Zitoun à Mia qui a été libérée d'un placement et donc qui retrouve toute sa mif et il lui dédicace Meryl, coucou. Yeah, trop cool. Trust me. Coucou, lala. La tête, les fesses et la moula. Elle a tout. Ça te fait le château et partout, guili. Coucou, lala. La tête, les fesses et la moula. Elle a tout. Ça te fait le château et partout, guili. Ses mains à terre, ses fesses en l'air, elle s'est pliée en 4. Ne lui dis pas comment faire, sa madame est indépendante. Sa position est basse, mais c'est elle a la cote. Les mains posées sur le bassin, autour d'elle, tout le monde se tape. Oh là là, les cadres, les bandits sont bas des blocs. Oh là là, ça wine est classique, elle a mis tout le monde d'accord. Oh là là, libérez-la même dans les plus grandes vallées de mort. C'est Dieu qui l'envoie, on ouvre la bouche seulement pour dire merci. Faut la laisser faire, elle aime la vie. Paquita, à la oui, ah oui. C'est papa qui donne, on dit merci. Coucou, lala. La tête, les fesses et la moula. Elle a tout. Ça te fait le château et partout, guili. Coucou, lala. La tête, les fesses et la moula. Elle a tout. Ça te fait le château et partout, guili. Château et partout, guili. Tu te grattes la tête, guili. 630, guili. Cock-up, Miguel, guili. Et elle danse, elle dégaine ce petit côté américain. Elle danse comme une rafale de balles, me sait sur le terrain. Elle fait rouler les mécaniques, elle fait marcher les ménages. Elle se fait traiter de salope par celles qui ne pourront
ça. Les cadres, les bandits s'en bas des blocs. Oh là là, ça wine est classique, elle a mis tout le monde d'accord. Oh là là, libérez-la même dans les plus grandes vallées de mort. C'est Dieu qui l'envoie, on ouvre la bouche seulement pour dire merci. Faut la laisser faire, elle aime la vie. Akita, yala, oui, ah oui. C'est papa qui donne, on dit merci. Coucou, là là. Bon retour, Mia. Les fesses et la moula. Elle a tout, elle a tout. Ça te fait le château et partout, guili guili. Coucou, là là. La tête, les fesses et la moula. Elle a tout, elle a tout. Ça te fait le château et partout, guili guili. Coucou, là là. La tête, les fesses et la moula. Elle a tout, elle a tout. Ça te fait le château et partout, guili guili. Coucou, là là. La tête, les fesses et la moula. Elle a tout, elle a tout. Ça te fait le château et partout, guili guili. Casse-muraille, une émission pour libérer la parole des prisonniers, des prisonnières et de leurs proches.